C'est le panel avec Hélène Buzetti, Michel David et Chantal Hébert. Des fois, j'ai la chance de le faire avec vous. Je suis déjà un petit peu intimidée. Puis là, je pensais pas l'animer en remplacement de Patrice. Alors, je vous remercie les trois d'être là. Bonsoir, Véronique. Bonsoir. Bonsoir. Sauf qu'on commence avec une nouvelle qui n'est pas tant politique, mais c'est un incontournable. C'est suite au décès de Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys fringants. Il y a beaucoup de réactions, évidemment, dans le milieu culturel, mais aussi dans le milieu politique, notamment du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui a publié ceci sur X hier soir. L'influence de Carl Tremblay sur le Québec et sa culture est sans égale. Sa musique, ses paroles ont inspiré des millions de personnes. Il offre ses condoléances et pleure lui aussi la perte d'une icône, dit-il. On peut également écouter les réactions du maire de Québec, Bruno Marchand, parce qu'on sait qu'il y avait eu un gros spectacle sur les plaines cet été. Premier ministre François Legault aussi. Incroyable. Il parlait de changement climatique avant que tout le monde en parle. Il parlait des problèmes d'eau, des problèmes de feux de forêt. Il parlait des enjeux sociaux. Il parlait d'itinérance. Il en parle encore, là, mais leur chanson, c'était ça, là. C'était des visionnaires, ça l'est encore. Ça fait partie de mes groupes fétiches. Je pense que c'est un groupe qui a porté une vision du Québec, qui a porté le Québec sur ses épaules. Il y a quelque chose, là, on sent là, vraiment une immense vague d'amour puis de tristesse. Puis j'ai rarement vu ça. Je me souviens pas d'avoir vu ça au Québec. Les funérailles nationales sont là aussi pour répondre à la demande des Québécois. Puis je sens actuellement qu'il y a une grande demande. Il y a beaucoup de Québécois qui veulent rendre un dernier hommage à Carl. Puis un des ministres qui a rendu hommage quand même d'une manière inattendue, là, à sa manière, c'est Bernard Drinville. Écoutez bien ça. Je trouve que c'est un bel hommage à rendre à Carl Tremblay. Je vais la chanter, puis quand vous aurez le goût d'embarquer, c'est laissez-moi pas chanter tout seul parce que ça sera pas drôle. Comment ça va? Ma petite sœur, viens que je te serre dans mes bras. Puis as-tu retrouvé... Hey, pour qu'un ministre chante à une conférence de presse, quand même, là, ça montre que c'est quand même un monument, là. Carl Tremblay, tout le monde connaît les paroles, là. Bernard Drinville fait partie de ceux-là. D'abord, Chantal Hébert, je commence avec vous. Des funérailles nationales qui sont offertes à la famille, est-ce que vous trouvez que c'est justifié? Totalement. Et là-dessus, François Legault a raison. D'ailleurs, les autres chefs à l'Assemblée nationale ont fait écho à cette demande-là. C'est évident depuis hier que ça correspondrait à quelque chose auquel des milliers de Québécois voudraient être associés. Mais ça dépend aussi de ce que la famille souhaite au sens élargi, parce que c'est quand même des funérailles nationales, c'est comme offrir quelque chose aux gens pour qu'ils aient le sentiment d'avoir fermé ou clos un chapitre, mais c'est lourd pour la famille. Michel? Oui, bien, écoutez, à mon sens, c'est parfaitement justifié. Comme dit Chantal, ça dépendra de la famille. Mais quand quelqu'un part comme ça, je trouve toujours intéressant de voir les réactions. Vous voyez, M. Legault dit, il y a beaucoup de gens, là, puis j'ai senti ça, que les gens... mais je ne sais pas, lui, dans quelle mesure ça l'a personnellement touché. Je ne sais pas si c'est un grand fan des Cowboys. Alors, il y a les gens pour qui, par exemple, Bernard Drinville, Mathieu Lacombe... qui en ont fait un espèce de compagnon de vie, là, des Cowboys fringants. D'autres qui savent que c'est très populaire, mais qui n'est pas nécessairement pour eux. Mais dans un cas comme dans l'autre, je pense que M. Legault a raison. C'est le gouvernement qui décide, mais c'est dans une grande mesure la population qui doit le décider. Il y a des gens comme ça dont, je ne sais pas trop comment l'exprimer, qui nous envoie une image de nous-mêmes que nous aimons. Et dans le cas de Carl Tremblay, je pense que c'est le cas. Il y en a qui envoient des images de nous qu'on aime moins, mais dans le cas de Carl Tremblay, je pense que les Québécois ont reconnu dans lui quelque chose que, quelque part, ils aiment en eux-mêmes. Et à ce moment-là, ça devient une célébration de la nation, c'est vraiment le cas de le dire. Et Hélène, si le gouvernement n'avait pas offert de funérailles nationales, c'est là où tout le monde aurait dit, ben voyons, il n'y avait pas le choix, finalement. Peut-être. En fait, il faut être à l'écoute, je pense, de la population et évidemment de la famille dans ces questions-là. Il n'y a pas vraiment de règles. Hein? C'est plus une question de
vibration, finalement, à savoir si on en fait ou pas. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que on a beaucoup dit des Cowboys fringants, de M. Tremblay, qu'ils avaient cette capacité d'encapsuler dans une chanson le sentiment ambiant, l'état d'esprit collectif de l'heure. Et c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais j'ai un peu l'impression qu'en partant, Carl Tremblay, dans sa mort, poursuit cette tradition. C'est comme si cette vague de tristesse que son départ inspirait se trouvait un peu au diapason collectif de l'heure. On est tous sortis amochés de la pandémie, on est affectés par les guerres, on est perturbés par les images d'horreur qu'on voit de sortir de Gaza, et on dirait qu'on a tous un peu la larme à l'œil, et bizarrement, on dirait que cet événement-là vient encore une fois être fidèle à la tradition des Cowboys et résumer le sentiment collectif qui est à la tristesse, finalement. Alors, oui, des funérailles d'État m'apparaissent tout à fait appropriées, mais encore faut-il effectivement que la famille en ait envie. Exact. Donc, on saura plus tard qu'est-ce qu'il y en est de ce côté-là. On va, évidemment qu'on offre aussi nos condoléances à ses proches. On va changer de registre parce qu'on est en pleine négociation avec les employés de l'État. Puis à partir de mardi prochain, il y a plusieurs écoles du Québec qui seront fermées en raison des grèves. Les parents vont devoir trouver des solutions pour s'occuper de leurs enfants. Et Sonia Lebel, vous allez voir le message, la présidente du Conseil du Trésor, elle a lancé un appel ce matin. Dans cette déclaration qui a été publiée un peu partout, elle dit qu'elle est consciente des impacts de la grève. Elle veut assurer les parents qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour que ça se règle et redemande aux syndicats de faire une contre-offre. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, dit aussi avoir un espoir de règlement. On écoute les deux ministres. J'y crois encore, moi, un règlement. Et donc, j'espère qu'on évitera les grèves. Et donc, j'espère qu'on évitera tout ce qui vient avec les grèves pour les parents. Puis, encore une fois, j'en appelle au mouvement syndical de revenir avec une véritable contre-offre. Actuellement, il y a 8 milliards sur la table, là. 8 milliards. On fait des efforts colossaux aux tables de négociation, à toutes les tables de négociation, que ce soit à l'éducation ou à la santé. Mais il faut comprendre qu'on est dans une négociation extrêmement importante, non seulement pour les employés de l'État qui ont besoin d'avoir des meilleures conditions de travail, mais pour les citoyens. On est dans une pénurie de main-d'œuvre. On doit trouver des solutions pour pouvoir réorganiser le travail. Parce que la mission première du gouvernement, même à travers les conventions collectives, c'est d'assurer les services à la population. Bon, là, vous allez me dire, on n'a pas le choix, il n'y aura pas vraiment de règlement. En tout cas, les possibilités de règlement d'ici mardi sont à peu près impossibles. Là. Mais Michel, est-ce que le gouvernement peut se permettre des images de grève qui vont rouler en boucle à la télé, des parents pas contents? Est-ce qu'ils peuvent se permettre ça la semaine prochaine? Bien, curieusement, moi, j'ai l'impression que ça ferait un peu l'affaire du gouvernement. Actuellement, les et de la partie syndicale aussi, je pense qu'on va avoir un affrontement parce que les deux le souhaitent d'une certaine façon. Les syndicats ont actuellement l'appui de l'opinion publique, mais ça demeure fragile. Il y a quand même un gros tiers des gens qui ne savent pas quelle partie prendre et qui pourraient très bien, si les inconvénients deviennent trop lourds pour eux, changer d'avis ou basculer du côté du gouvernement. Là, actuellement, le gouvernement est impopulaire, a le mauvais rôle et il ne peut qu'espérer que quelque chose fasse en sorte qu'on se tourne vers lui d'une certaine façon comme une solution. Alors, on est dans une dynamique là, qui actuellement, on a besoin d'un affrontement. Après ça, quand il y aura eu un certain nombre de temps de grève, on verra l'état des choses. Mais actuellement, je pense que ni un ni l'autre a vraiment intérêt à régler actuellement là, dans les conditions qu'on voit. Mais quand même, Hélène, est-ce que l'appui de la population peut éventuellement s'effriter? Là? Parce que la semaine prochaine, c'est presque 600 000 employés de l'État au total là, qui vont être en grève. À un moment donné, on veut appuyer, mais il y a des limites là, quand les parents ont de la difficulté à se tourner de bord, comme on dit. Là. Oui, et d'ailleurs, je suis absolument d'accord avec Michel. Je suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai l'impression que cet affrontement, il est inévitable et le gouvernement tarde peut-être justement sur cet effritement auquel vous faites référence. Le fait qu'une fois que c'est une chose que d'être d'accord en principe avec les revendications, c'en est une autre que d'avoir à garder l'enfant à la maison, etc. Se retrouver un peu soudainement comme à l'époque pandémique, ça peut facilement basculer. Moi, j'ai quand même accroché aujourd'hui à Bernard Drinville quand il dit aux écoles, aux professeurs, aux enseignants, dit j'espère que vous allez donner du matériel aux enfants pour qu'ils retournent à la maison, que ce soit pas finalement une semaine de relâche. Alors, j'avais presque l'impression d'entendre le
ministre dire on est en train de se préparer pour quelque chose qui pourrait être long. Alors, ça me donne l'impression que le gouvernement attend un petit peu cette grève et qu'il la voit comme peut-être de nature à jouer en sa faveur. Mais justement, là-dessus, Chantal, le gouvernement a souvent dit que c'était le jeu de la négociation, d'avoir une grève. C'était sûr qu'elle allait en avoir une, peu importe. Oui, mais je ne suis pas convaincue que d'abord, que les parents vont changer leur appui aux enseignants sur 3 jours, malgré les inconvénients, ou qui vont être particulièrement impressionnés par l'idée qu'en plus d'avoir les enfants à la maison, selon Bernard Drinville, ils devraient devenir leur professeur de rechange. Ça commence à être lourd là, comme commande. Et il me semble aussi que la position du gouvernement n'est pas une position qui va lui gagner beaucoup d'appui dans la population, dans le sens où de dire on attend une contre-offre, sérieusement, pour la plupart des gens, là, cette position-là, ça ne résonne pas. Alors, la question, c'est qui a le plus les moyens d'une guerre d'usure dans l'opinion publique? Parce que c'est de ça qu'on parle, là. Je ne suis pas convaincue que le gouvernement, dans son état actuel, de la façon dont la population le perçoit, a réussi à convaincre l'auditoire qui faisait le maximum pour que ça ne dure pas. Et il y a encore pas mal d'ouvrages à faire, à moins que le scénario ce soit de se rendre à Noël et là de dire ça prend une loi spéciale parce que c'est intolérable. Bien, justement, est-ce que vous pensez que ça va arriver, Michel? Est-ce qu'on va régler avant Noël ou on va y aller avec une loi spéciale? Je pense pas qu'on va régler un règlement négocié avant Noël. Ça s'est étiré parfois après Noël. Oui, exactement. Vu ça, mon impression, c'est que le gouvernement va tout faire pour éviter une loi spéciale et que si on est rendu à Noël, que c'est pas le cas, on va attendre après Noël. Vous, Hélène, avez-vous de l'espoir? Écoutez, ça, c'est basé sur pas grand-chose. Hein? Ce sont des impressions, mais j'ai l'impression, moi, que la loi spéciale, elle est inévitable. Mais j'ai pas de boule de cristal. Donc, on risque d'en reparler la semaine prochaine, ça, c'est clair. J'aimerais ça aussi, peut-être... allez-y, Michel, je pense que vous vouliez ajouter quelque chose? Bien, c'est que s'il y a une loi spéciale, il ne faut pas oublier que les réformes en santé et en éducation, l'appui, l'adhésion des syndicats est cruciale. Si on leur rentre des conditions, et en particulier des conditions salariales comme celles qu'on voit dans la gorge là, avec une loi, ils ne vont pas adhérer. Alors, on va continuer à avoir des départs dans le système, dans le réseau de santé et de l'éducation. Ça, la pire chose qui pourrait arriver pour le gouvernement, c'est que ces 2 réformes majeures échouent à cause de ça. Mais l'argument de Christian Dubé, ça a souvent été de dire... Oui, mais le temps de mettre tout ça en place, on va avoir le temps de renégocier peut-être même une autre convention collective. Donc, celle-là ne joue pas nécessairement pour ou contre la réforme. Vous n'avez pas l'air d'accord, Chantal? Pour ce qui est de la santé, là, puis là, on parle d'infirmières, je ne vois pas comment le gouvernement peut gagner une guerre de relations publiques sur les conditions de travail et les salaires dans ce secteur-là de la santé. Et d'ailleurs, je ne peux pas me souvenir nulle part au Canada qu'un gouvernement ait gagné une bataille d'opinion publique contre des infirmières. Et encore plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Gagner des batailles contre les médecins, ça, j'ai vu ça. Mais gagner des batailles contre les infirmières, extraordinairement difficile, encore plus que contre des enseignants. Alors, si c'est le programme du gouvernement de dire on vous donne pas grand-chose, puis faites-vous-en pas, on va revenir, j'ai l'impression, moi, que ça ne marchera pas, surtout dans l'État. C'est plus la CAQ d'il y a 1 an et demi ou d'il y a 2 ans où on voguait allègrement et que tout le monde disait ils sont extraordinaires. Là. On n'est pas là du tout. Le public, en général, est beaucoup plus sceptique aujourd'hui qu'il l'était même il y a 3 mois. Hélène, justement, la semaine prochaine, les infirmières vont être en grève. Là, je pense que c'est jeudi, vendredi prochain que la FIC avait annoncé ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a au moins 2 jours la semaine prochaine où ce sont les... Voilà, on les a, les dates. Là. C'est le vendredi, puis une partie de la journée du jeudi aussi où les infirmières vont également être en grève. Puis le Front commun, 21, 22 et 23 novembre. C'est sûr que les infirmières et les autres, leur argument, c'est de dire que ça équivaut pas à l'inflation. Puis ça, c'est quand même un argument qui résonne auprès de la population qui vit aussi des difficultés financières.
Oui, mais en même temps, l'inflation, 20 il n'y a pas beaucoup de travailleurs qui ont eu droit à ça. Il faut quand même se rappeler que chaque point de pourcentage d'augmentation accordée par Québec, c'est 600 millions de dollars de plus que ça coûte par année. Et d'ailleurs, on entend beaucoup là, les gens faire un procès à propos des millions de dollars qu'on va donner pour ces matchs de hockey là, qui viennent certainement pas améliorer l'image du gouvernement. Ça crée un contexte absolument horrible. Mais si on est pour regarder les chiffres, il faut quand même voir que ce 5 à 7 millions de dollars-là, si on était pour le répartir en augmentation de salaire, ça serait à peine 0,01 % d'augmentation que ça permettrait d'octroyer. Donc, ça ne viendrait pas jouer beaucoup dans la balance. Mais toute cette idée de gagner la guerre de relations publiques, c'est sûr que ça va être difficile pour le gouvernement de la gagner. Mais là, permettez-moi d'avoir une analyse un peu cynique, mais on est un petit peu plus en début de mandat et donc le gouvernement peut peut-être davantage se le permettre qu'en fin de mandat. Mais n'en reste pas moins que ce gouvernement-là a essuyé beaucoup de coups durs et peut-être qu'il ne veut pas en essuyer un supplémentaire, mais j'ai quand même l'impression qu'il n'y aura pas beaucoup de patience. Bon, alors, d'abord, le gouvernement a essuyé beaucoup de coups durs. Soyons sérieux, c'est auto-infliger beaucoup de coups durs. Alors, s'ils veulent s'en auto-infliger d'autres, parfait. D'autre part, le raisonnement, qui est totalement valide, il reste plusieurs années, ça va passer devant des résultats. C'est juste que c'est exactement le même raisonnement qu'on entendait du temps de Philippe Couillard. Et quand on parlait d'austérité, et qu'est-ce qu'on nous répondait? Qu'à la fin, avec le beau bilan que le gouvernement allait présenter, tout ça, ça allait s'oublier. Bon, on repassera pour oublier. On sait ce qui est arrivé par la suite. Alors, moi, je ne crois pas qu'il va y avoir de telles réformes en santé et en éducation que dans 2 ans et demi, les Québécois vont dire « Wow, ça valait la peine de faire tout ça ». Mais, bon, on verra. On peut être optimiste, mais il faudrait que la CAQ soit terriblement optimiste pour en arriver là. Et en passant, je ne couvre pas Québec beaucoup, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu 20 % d'augmentation. Et c'était combien les députés à l'Assemblée nationale? 30. Mais on s'entend que ça ne sera pas 20 % là. Il est clair que s'il y a parce qu'il va y avoir, je pense, une contre-offre à un moment donné, pas de la partie syndicale. Le gouvernement va bonifier son offre, mais ça ne sera pas 20 % ça va de soi. Ça ne se rendra pas là. Je voudrais qu'on parle de Justin Trudeau aussi, parce que la pression augmente sur lui pour qu'il demande un cessez-le-feu à Gaza. Avant hier, il a été chahuté dans un restaurant de Vancouver par des manifestants pro-Palestine. Regardez bien l'extrait. You have blood on your hands! Call for a ceasefire! Call for ceasefire! Call for ceasefire! You have to die! You have blood on your hands! Et ce matin aussi, il y a d'autres manifestants qui ont bloqué le pont Jacques-Cartier à Montréal pour demander un cessez-le-feu. Hélène, la pression commence à être forte. Là. Il y a des tiraillements, même dans son caucus, là, puis dans les autres partis aussi, le NPD notamment. Oui, bien ça fait longtemps. En fait, le NPD est celui qui est peut-être le plus catégorique sur cette question. Le Parti libéral, on l'a vu dès le départ, qu'il y avait quand même une vingtaine de députés qui n'étaient pas à l'aise. Écoutez, ça a pris quand même 5 semaines jusqu'à mardi, là, avant-hier, pour que M. Trudeau mette dans la même phrase le nom d'Israël et cet appel à la retenue. Quand il a dit « j'exhorte Israël à un maximum de retenue », c'était la première fois que le gouvernement canadien pointait directement Israël. Ça ne s'est pas vu. Et bien qu'on doive dénoncer l'importation de ces tensions qui nous viennent peut-être de l'extérieur chez nous, je ne peux m'empêcher de voir que cette montée de tension est aussi en partie, je dis bien en partie, une conséquence de cette mollesse canadienne, cette incapacité que nous avons à rappeler un allié à l'ordre. Il y a, et la plupart de ces manifestations-là, elles sont du côté pro-palestinien, il faut le dire, et elles sont mues par un sentiment d'injustice, un sentiment que lorsque c'est un allié qui commet peut-être des excès, on n'est pas capable de le rappeler à l'ordre. Et donc, je trouve que c'est une illustration de ce qui se passe dans le reste du monde. Ce conflit au Proche-Orient, est le moteur de bien des frustrations dans le monde arabo-musulman, dans le reste de la planète. Et voilà, parce qu'il y a un sentiment d'injustice que l'Occident n'est peut-être pas assez sévère dans ce conflit. Et voilà, maintenant, ça se transpose chez nous. Alors,
ça démontre l'importance de peut-être être un petit peu plus ferme sur cette question. Mais Chantal, est-ce que la pression elle est plus forte de la communauté internationale ou de la Chambre des communes? Bon, dans le débat sur le plan international, le Canada, très franchement, n'est pas un grand joueur et même n'est pas un facteur de règlement. Ça se passe ici. Mais et ce qui se passe dans la rue a effectivement des échos à l'intérieur des partis politiques. Je vous donne 2 exemples qui pourraient changer la dynamique à la Chambre des communes. Dans le cas du NPD, il y a des députés très pro-Palestine. Et le NPD a été le premier parti à dire, maintenant le Bloc québécois le dit, mais le NPD d'emblée a dit il faut réclamer un cessez-le-feu. On discutera ou pas du réalisme de la chose. Néanmoins, il y a des députés qui commencent à se dire peut-être que je ne vais plus vouloir voter pour assurer la survie du gouvernement de Justin Trudeau parce qu'il ne réclame pas un cessez-le-feu. Mais du côté du gouvernement, et ça, je vous l'assure, il y a une ligne rouge foncée qui entoure les mots « cessez-le-feu ». En clair, si M. Trudeau s'engageait sur cette voie-là, à moins que les États-Unis, tout à coup, s'embarquent là-dedans, que ce soit un vaste mouvement international, il y a des députés, des membres de son caucus qui vont quitter. Des membres qui sont de religion juive, qui sont issus de la communauté juive et pour qui c'est une ligne rouge absolue. Et qui vont dire, nous, on n'est plus capable d'être associés à notre gouvernement. De l'autre côté, vous avez le Parti conservateur. Attendez-vous à ce que le Parti conservateur soit pro-Israël du début à la fin. Michel? Oui, moi, j'ai l'impression que M. Trudeau, à moins, comme dit Chantal, qu'il y a un mouvement international, M. Trudeau va rester sur la clôture le plus longtemps qu'il peut. Et la nature là, existentielle, je peux dire, pour les 2 parties de ce conflit-là, fait en sorte que maintenant, les nuances là, sont pratiquement plus permises. Là, si vous condamnez la brutalité d'Israël là-dedans, vous êtes un antisémite. Si vous déplorez ce qui arrive aux Palestiniens, vous êtes un partisan du Hamas. Et alors, rendu là, il n'y a plus de place pour la nuance et M. Trudeau va être obligé de passer pour un pleutre jusqu'à la fin de ce conflit-là, je pense. En 30 secondes, Hélène, est-ce que le fait qu'Emmanuel Macron, lui, a dit qu'il faut œuvrer vers un cessez-le-feu, est-ce que ça peut faire quelque chose chez nous? Non, moi, je pense que celui de qui on prend nos indications, ce sont les États-Unis. Michel a raison là-dessus, mais on s'est placé aussi dans cette situation. Là, on est venu à un point où tout est une question de cesser le feu, mais si plus en amont de tout ça, on avait osé émettre des critiques ou en tout cas des avertissements, bien, peut-être qu'on ne serait pas autour de ce mot-là et ça ne ferait pas en sorte que ce soit un point de rupture ou pas, là. Merci. Merci beaucoup à vous 3. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.